Monsieur Nicolas Martin. Alors, pour moi, le titre du programme est un peu mystérieux. Alors, il va falloir l'éclaircir. Je te rassure, pour moi aussi. On va découvrir. Voilà, tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir invité votre voisin helvétique. C'est un grand honneur redoutable d'être devant une aussi honorable assemblée. Et effectivement, Jean-Robert, je confirme, ce titre d'abord m'a semblé un peu perplexe, puis en fait, je l'ai trouvé génial parce que je peux dire ce que je veux. Alors, en fait, j'ai quand même choisi 4 thèmes principaux. Je pense que j'ai presque l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais je pense que c'est intéressant de le verbaliser une fois, cette question entre le centre, le volume qui sont dans les centres et la relation qui existe avec les résultats. Ensuite, j'aimerais parler un peu plus précisément de l'impact des complications sur la survie du cancer du pancréas. On a eu une très belle présentation qui va servir d'introduction à 2 dias sur la nécessité de faire une résection de la veine porte dans le daily business. Jean-Robert Delperot, je vais citer ta présentation tout à l'heure et montrer nos propres résultats à Lausanne. Et puis j'aimerais finir par un sujet qui me tient à cœur, puisqu'on parle énormément de technique chirurgicale, mais il y a un des dossiers qui a été largement négligé par la communauté chirurgicale depuis quelques années. C'est l'amélioration de la prise en charge périopératoire. Et là, je pense qu'on a de grandes perspectives. Alors, quand vous volez dans ce petit avion, c'est évident que ce n'est pas ça qui va vous donner le droit, une fois par année, de prendre l'A340 et d'aller sur JFK à New York. Eh ben, il en est de la même chose pour la chirurgie spécialisée, et au fond, on a l'impression qu'on est en train de redécouvrir ça. Si vous regardez les dates, ça fait plus de 25 ans qu'il y a des données dans la littérature qui montrent que toutes les chirurgies avancées qu'on a vues, alors les trucs extrêmes comme Laurent Hanoun ou Philippe Bachelier ont montré encore plus, mais toute la chirurgie avancée bénéficie d'être prise en charge dans des centres spécialisés. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce qu'en ce moment, en Suisse, on est en train d'introduire la médecine hautement spécialisée pour regrouper les spécialisations dans les grands hôpitaux. Et je peux vous dire que ça blesse plus d'un. Nous avons certains hôpitaux qui faisaient la DPC de l'année et qui sont très tristes de ne plus avoir le droit de faire la DPC de l'année. On leur a expliqué que c'était important, ce n'était pas la DPC de l'année qu'ils ont bien fait, mais toutes celles qu'ils ont refusé de faire parce qu'ils n'osaient pas les faire. Alors la discussion, elle a commencé bien entendu avec ce fameux papier de Birkmayer qui montre une pyramide assez dramatique avec une relation tout à fait directe entre le nombre de cas traités annuellement dans une institution et la mortalité. Vous pouvez voir d'ailleurs juste à la gauche du pancréas qu'il en est exactement de même pour l'œsophagectomie, qui sont des sujets hautement techniques. Alors cette analyse des risques, des facteurs de risque, c'est donc le volume à l'intérieur des hôpitaux, mais il y a aussi le volume de chaque chirurgien individuel. Et puis, on ne l'a pas mentionné ici parce qu'on parle beaucoup de technique chirurgicale et du dieu chirurgien, mais il y a toute une équipe autour multidisciplinaire extrêmement importante. Là, je mentionne toute l'équipe d'anesthésie, l'équipe des soins infirmiers en post-opératoire, mais bien entendu aussi toute la radiologie interventionnelle et l'oncologie. Évidemment que l'expérience personnelle du chirurgien, et Laurent Hanoun nous l'a bien montré ici, mais l'expérience du team et toute la notion de multidisciplinarité fait que le regroupement de toute cette chirurgie spécialisée dans des centres experts est absolument indispensable. Alors bon, practice makes perfect, c'est évidemment plus l'ensemble du team est chirurgical et multidisciplinaire est augmenté, donc ça veut dire des diagnostics plus précoces, la prise en charge plus efficace des complications, parce qu'un des aspects intéressants, c'est quand les patients font des complications, de les en sortir le plus rapidement possible, et puis bien entendu, l'habileté technique aussi. Et puis, il y a des questions de mode. C'est clair qu'on va avoir des référents, des patients qui vont être adressés en fonction de la réputation d'un certain nombre de chirurgiens, même si cette réputation est parfois plus médiatique que réelle. Alors, ce nouveau dogme de la centralisation de la chirurgie complexe, elle montre qu'on peut augmenter les résultats. C'est-à-dire que si on regarde sur la base en bas, on voit qu'il y a une grande relation entre le volume annuel des cas traités dans un hôpital. Ça le reflet des compétences multidisciplinaires, notamment d'anesthésie. Et on voit aussi que l'expérience personnelle du chirurgien opérateur est extrêmement importante.
puisqu'on voit des diminutions de 5 fois de la mortalité post-opératoire. Alors, évidemment, il y a des critiques de ce nouveau dogme. Je vous ai mentionné les chirurgiens suisses qui étaient tout contents de faire l'ordre DPC de l'année. Ils disent, oui, mais bon, voilà, est-ce que c'est vraiment vrai? D'abord, comment est-ce qu'on a décidé qu'il faut en faire 10 ou 20 par année? On regarde les courbes de mortalité, je viens de vous les montrer. Et puis oui, mais Birkmeyer, il a fait que des analyses de données administratives. Elles sont donc biaisées. Oui, bon, d'accord, mais j'entends souvent les données cliniques sont encore pires que les données administratives. Et puis, il y a une chose qu'on doit dire, c'est que le case mix, je ne sais pas si vous l'utilisez en France, mais qui est censé pondérer la gravité du malade en fonction de ses comorbidités, en fait est un outil extrêmement imprécis et en fait il sous-estime massivement la gravité des malades. Et puis alors il y a d'autres arguments, on peut dire qu'on ne voit que la morbidité et la mortalité à court terme, qu'on ne regarde pas la survie et la qualité de vie. C'est pas tout à fait vrai, puisqu'on fait des courbes d'analyse aussi de la survie à long terme, et je vous montrais tout à l'heure que ça a de l'importance. Et puis un aspect qui est complètement négligé, mais qui est hors sujet aujourd'hui, c'est le rapport coût-efficacité. Alors voilà la dernière méta-analyse hollandaise sur la relation entre le volume et les résultats dans la chirurgie du pancréas. Et vous voyez que c'est presque insultant, tellement ça favorise les centres à haut volume au niveau des résultats, notamment en ce qui concerne la mortalité. Si on prend après le volume du chirurgien individuel, ça touche encore un petit peu la ligne du 1, mais j'entends la tendance, elle est quand même tout à fait nette en faveur de cette spécialisation. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut discuter, j'étais très content que Laurent Hanoun le mentionne ceci, c'est la définition des complications. Vous voyez cette publication de Trédé dans les années 90, comparée à une autre, et vous voyez les taux de morbidité sont complètement différents. Alors est-ce que ça veut dire que Trédé est génial, ou est-ce que Trédé est un menteur, et puis Seiler est nul, ou bien Seiler a tendance à faire de l'autoflagellation? Non, la question c'est tout simple, c'est la définition des complications. Alors nous avons publié il y a maintenant 10 ans cette classification des complications chirurgicales et je pense qu'il est absolument indispensable d'avoir une bonne classification pour éviter de comparer des pommes et des pommes de terre. Et pourquoi c'est important? Eh bien parce que justement les complications chirurgicales vont avoir un impact sur la survie oncologique des patients. Ça veut dire que les patients ne vont pas décéder de cette complication chirurgicale, mais on va avoir un impact négatif sur leur survie oncologique. Alors ce travail de 2005 était tout à fait remarquable, je vais vous montrer un exemple. Et nous on a fait une petite analyse sur une centaine de DPC dans notre service, notamment en ce qui concerne les R1. Alors voilà, cette courbe assez effrayante, le premier en violet, donc c'est la chimiothérapie plus chirurgie sans complications, et si vous voyez la courbe jaune et la courbe bleue, donc la courbe jaune c'est chimiothérapie et chirurgie et complications, et bien la survie est pratiquement la même que si vous ne faisiez pas de traitement. Donc ça montre bien que la complication chirurgicale va avoir un impact majeur sur la survie oncologique. Alors on l'a montré dans une petite série chez nous sur une centaine de patients et on a vu que les patients qui ont une complication sévère qui sont R0, il y a une tendance mais c'est pas tout à fait net, alors que les patients qui ont des complications sévères qui étaient R1, on voit une différence de survie hautement significative et qui est quand même massive puisqu'on diminue de 4 fois la survie de ces patients qui pourtant étaient opérés R1. Puis la question qui a été brillamment développée par Philippe tout à l'heure, est-ce que ça vaut la peine de resséquer ces tumeurs si elles sont infiltrées? Alors pour répondre à cette question, d'abord il y a de la littérature, d'abord on l'a bien montré, et là je ne parle pas de résection complexe et extrême, mais juste de resséquer un segment de quelques centimètres de cette veine mésentérique supérieure aux veines portes, c'est que d'abord c'est sûr que les résultats sont bons, que le taux de résection est de 20 à 85%, et que dans la littérature on a une moyenne, Philippe avait un peu plus, d'infiltration confirmée, et donc d'infiltration tumorale et non pas seulement d'inflammation, qui est d'environ 60%. Et la question c'est, est-ce qu'il y a un bénéfice oncologique? Alors là, voilà une série de chez nous avec 117 patients. Nous avons un taux de résection de la veine porte qui est plus bas que ce qui a été décrit tout à l'heure. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait quand même, dans les cas où on a resséqué, 72% d'infiltration tumorale de cette veine porte.
Alors, vous voyez le groupe 29 versus 29 de ceux qui ont eu une résection pour suspicion d'infiltration de la veine porte et ceux qui n'en ont pas eu. Et on a pris un groupe qui est tout à fait matché puisque vous voyez que ce sont les mêmes patients. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence dans la durée de séjour, dans les pertes sanguines à peine, la mortalité et les taux de complications. Juste la durée opératoire est augmentée significativement quand on fait des reconstructions vasculaires. Alors vous voyez ici la différence de survie de ces patients qui est identique en fait. Les patients qui ont eu une résection de la veine porte, alors que la veine porte était histologiquement prouvée comme étant infiltrée, ont la même survie qu'à 2 ans et à 3 ans que les patients qui n'avaient pas besoin d'une résection de la veine porte. Et c'est là, quand on regarde ça, si on compare notre petite série modeste de 100 patients au reste de la littérature, on voit des chiffres tout à fait similaires. Et en fait, il n'y a pas de différence si la veine porte était infiltrée et a été réséquée oncologiquement, comparé aux patients qui n'avaient pas besoin de résection de la veine porte. Alors ça a amené le groupe de Jean-Robert Del Perro à s'intéresser à ça. Et ce qu'ils ont montré, c'est que si vous avez une veine porte qui est infiltrée et qui a été réséquée, eh bien, la survie sera la même que les patients qui n'ont pas eu besoin, et puis que, évidemment, le mieux, c'est les résections de veine porte qui n'étaient pas infiltrées. Et ça va donner des perspectives intéressantes. Je ne sais pas si on aura la réponse. C'est Jean-Robert qui nous dira peut-être dans la discussion. Donc, si je résume, dès qu'on a une suspicion, même si elle est non prouvée d'infiltration de la veine porte, il faut la réséquer. Ça va augmenter la durée de l'opération, mais les taux de complications seront les mêmes. La survie, c'est un bénéfice en termes de survie quand on a une infiltration histologiquement prouvée par la tumeur. Et puis, on pense que cette infiltration vasculaire est probablement un phénomène tardif. C'est pour ça que seulement environ 50% des veines portes qui avaient l'air d'être infiltrées le sont réellement par la tumeur. Et alors, le dernier point, c'est les programmes de réhabilitation améliorés après chirurgie. Est-ce que c'est quelque chose de vraiment bien ? Alors ces programmes de réhabilitation améliorée, c'est donc une prise en charge multimodale qui implique énormément les anesthésistes. La pathophysiologie là-dedans, et j'ai vraiment pas le temps d'en parler, c'est la réduction du stress chirurgical. Et le but, c'est d'avoir moins de complications et d'avoir une meilleure réhabilitation post-opératoire. Et si possible, ça doit être basé sur les preuves. Alors vous voyez ici cette étoile avec 20 petites interventions, pas du tout spectaculaires, mais assez efficaces. Je vais vous en mentionner quelques-unes. Alors il y a des programmes spécifiques en fonction des organes. En ce qui concerne le colorectal, de 2005 à 2009, ça a été prouvé. Il y a des preuves assez fortes que ces programmes de réhabilitation améliorée diminuent significativement les complications chirurgicales, les durées de séjour et les coûts. On a commencé à utiliser ça pour le foie et le pancréas, et l'Upper GI et l'urologie sont en train de le faire aussi. Alors, il y a une publication qui a été faite qui sont les recommandations de cette société de réhabilitation améliorée après chirurgie sur les résections duodénopancréatectomie. En fait, en gros, il y a 4 éléments qui sont chauds, c'est-à-dire la restriction hydrique, et ça va concerner les anesthésistes, je ne dois pas dire ça aux chirurgiens hépatiques, puisqu'évidemment c'est la base de cette chirurgie. Il y a l'utilisation d'une analgésie épidurale, je sais que c'est un petit peu plus délicat dans certains pays, dont la France, pour des questions de surveillance post-opératoire immédiate, mais les patients sont nourris immédiatement, les patients sont levés le jour de l'opération. Puis il y a un certain nombre de choses qui sont qui sont pas bonnes. Donc la préparation colique, c'est pas pour la chirurgie du pancréas, mais les patients ne vont plus en salle d'opération à jeun. Ils vont recevoir des boissons carbohydratées 2 heures avant l'intervention. On ne va plus mettre de sonde gastrique, ce qui va poser un problème qu'on va discuter tout de suite pour la chirurgie du pancréas. Mais même pour les drains, on ne va plus mettre de drains prophylactiques et puis on va enlever ces cathéters urinaires. Alors évidemment, le drainage après pancréas, il y a toute une discussion sur les pancréas mous. C'est clair que la discussion n'est pas terminée et c'est clair qu'il faut que ce concept de réhabilitation améliorée ait une certaine flexibilité. Et il est clair que dans certains pancréas délicats, on va continuer à les drainer de manière prophylactique. Donc si vous regardez cette unique revue méta-analyse des programmes de réhabilitation améliorée après chirurgie, vous voyez que toutes ont une baisse significative de la durée de séjour. Et vous voyez que tous sont largement en faveur, en ce qui concerne le taux de complications, sont en faveur de la réhabilitation améliorée après chirurgie, avec une diminution significative des complications.
Et ça, c'est notre petite série lausannoise. En fait, on a comparé 43 patients qui ont eu une DPC et qui ont été pris en charge selon les modes de réhabilitation améliorés, avec 43 juste avant qui n'avaient pas encore eu ça. Alors vous voyez que les taux de complications, aussi les complications sévères, il y a un trend peut-être pour les complications sévères, mais on n'est pas encore significatif parce que c'est que 43 patients. Mais la chose la plus intéressante et qui nous a fortement surpris, c'est que déjà avec 43 patients, on a une diminution significative des durées de séjour. Alors on peut nous critiquer que les DPC restent 20 jours à l'hôpital, donc 20 jours ça comprend aussi le jour de l'opération puis le jour avant. Évidemment c'est aussi pas mal d'octogénaires là-dedans puisqu'on ne se gêne pas d'opérer ce genre de patient. Donc on voit déjà une valeur ajoutée de ce programme de réhabilitation améliorée. Et alors ce qui était intéressant, c'était de voir qui en bénéficie le plus. Et ce qui est intéressant, c'est que les patients qui ont des complications chirurgicales aussi vont retourner plutôt à la maison. Donc aussi pour les patients qui vont avoir des complications post-opératoires, ces programmes de réhabilitation améliorés sont un grand progrès et certainement extrêmement prometteurs. Alors on peut regarder juste 2-3 petites choses. Par exemple, les sondes gastriques. On met plus de sondes gastriques après DPC. Et si vous regardez l'étage en dessous, eh ben, on a exactement le même nombre de réinsertions des sondes gastriques. Donc en clair, ça veut dire que plus de 85% des patients n'ont pas besoin du tout de cette sonde gastrique après chirurgie de DPC. Et puis alors les analogues de la somatostatine, il y a longtemps qu'on a arrêté de les donner, je ne sais pas pourquoi il y a encore 2 qui ont reçu, ça doit être une erreur. Et puis vous voyez que le taux de fistule pancréatique, bon c'est pas significatif mais c'est quand même le double. Alors bon, il y a trop peu de patients sur 43, si cette tendance se poursuit, ça pourra être intéressant. Donc si je résume, ces programmes de réhabilitation améliorés, aussi dans la chirurgie du pancréas, permet probablement de réduire les complications, ça doit être encore mieux démontré. Ça a été prouvé vraiment significativement en chirurgie colorectale pour le moment, mais c'est applicable en chirurgie du pancréas, on est en train de le démontrer, et puis les avantages potentiels doivent continuer à être investigués de manière prospective. Donc en conclusion, la centralisation de la chirurgie du pancréas va permettre de diminuer les taux de mortalité et les risques pour les patients. Les taux de complications chirurgicales vont réduire la survie oncologique de ces patients, pas à cause de la complication, mais probablement en raison d'une atteinte du système immunitaire. Donc les indications à la chirurgie doivent être bien sélectionnées, les indications pour le nombre de chirurgies, si on doit faire des redos, et puis surtout ce qui est un bénéfice des centres experts, c'est la prise en charge justement des complications, la prise en charge précoce et avec succès des complications. La résection d'Avenport, Philippe Bachelier vous en a parlé longuement, il n'y a pas de risque et il n'y a que des bénéfices. Et puis le programme de réhabilitation améliorée après chirurgie est certainement très prometteur et mérite d'être poursuivi. Je vous remercie de votre attention. Nicolas, merci beaucoup. Très belle communication. Très intéressant, avec des sujets d'actualité. Alors, des questions dans la salle. Christian Bartinski. Je crois que c'est très intéressant cette communication de Nicolas Desmartines. Donc la résection de la veine porte, le message est passé. Mais la réhabilitation précoce, la RA, ça c'est vraiment nouveau et je crois que c'est une chose qu'il faut développer. Alors ça montre également que le problème d'une étude unicentrique qui a 43 malades, donc c'est déjà bien, qui a ouvert la voie. Et maintenant il faut faire plus, c'est-à-dire qu'il faut pouler les résultats. Donc il faut vite aller à l'étude multicentrique, nationale en Suisse si c'est possible, mais internationale. Il faut se grouper avec des centres français, des centres européens, pour vite avoir une masse critique suffisante qui permette d'enfoncer le clou et montrer qu'il y a un bénéfice réel, j'espère qu'il sera trouvé, et développer ça, parce que ça paraît extrêmement intéressant. Alors tu seras content parce qu'on est justement en train de faire ça avec Lyon. Donc avec Lyon, avec ton oui, mais c'est pas suffisant. Non, bien sûr que non. Nicolas, il faut 40 ans, vous allez peut-être doubler, mais c'est pas suffisant. Nicolas. Non, mais là, 43, c'était en quelques mois. Hein. Oui, bravo. Avant de nous donner la parole à M. Bismuth, il faut proposer un PHRC là-dessus.
Alors, oui, bon, ça on peut faire, ouais. Mais le RHRC, c'est pour les Français, pas pour les Suisses. Mais oui, mais on peut s'associer. Il faut proposer une étude multicentrique sur ce sujet qui est alors, bon, ça va nous emmener, Jean-Robert, ça risque de nous emmener un tout petit peu loin, mais je pense qu'un des grands problèmes de prouver que la réhabilitation améliorée est favorable, ça passe pas par une étude prospective randomisée. Comment veux-tu randomiser les malades? Celui qui a des tubes partout, puis qui est au lit, puis qui ne mange pas, il va bien voir qu'il n'est pas dans ce programme. Donc c'est difficile. Donc c'est le pooling de data qui est Prospectif et appareillé. Oui. Prospectif et appareillé. Exactement, c'est ça qu'il faut. Dites-moi, vous avez ouvert une question importante sur la spécialisation de la chirurgie. Et ça, c'est très important. Mais quelle spécialisation? Parce que ici, en France, on parle de chirurgien du cancer. Alors, chirurgien du cancer, qui quelquefois, d'ailleurs, de façon arbitraire, est réservé aux chirurgiens qui travaillent dans des centres anticancéreux et éliminent les autres, sous prétexte qu'ils ne sont pas dans ces centres, alors que mon exposé, également sur Laurent Anoud, et celui de Philippe Bachelier, a montré clairement que les chirurgiens d'organes, notre spécialité, montrent bien combien l'expertise peut prendre dans le traitement des cancers. Il faut être clair, chirurgien d'organes, aujourd'hui, pratiquement c'est du cancer. Chirurgie du foie, 90% des trachéctomies, c'est du cancer. C'est la même chose pour le pancréas. Donc, en fait, nous sommes chirurgiens d'organes, nous sommes chirurgiens du cancer. Mais ce titre ne nous est pas donné. Et là, il y a une question que l'Académie de chirurgie le pose et le discute sur qu'est-ce qu'on appelle chirurgien du cancer, qu'est-ce qu'on appelle chirurgien d'organes, comment faire la limite entre les deux, lequel gratifier. Et quelquefois, on voit des dérives, parce qu'un chirurgien opère beaucoup de cancers, qui peuvent être des cancers du sein, des cancers de l'utérus, des cancers d'estomac, il va avoir le type de chirurgien du cancer, alors qu'un chirurgien d'organes sera refusé. Je ne sais pas ce qui se passe en Suisse, par exemple. Non, pas, parce qu'on n'a pas vraiment cette notion de chirurgie du cancer en Suisse, de chirurgie oncologique. Donc, dans mon service, on a réorganisé ça par groupe d'organes. Et au fond, on a un qui est spécialiste entre guillemets, de l'oncologie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait les mélanomes, les sarcomes, les curages ganglionnaires, et la chirurgie endocrine oncologique. Donc ça, on a groupé ce qu'on appelle la chirurgie oncologique. C'est un chirurgien tissulaire. Voilà. Ah non, En quelque sorte. Alors, Mohamed Hamoud à Tunis, oncologue médical. Je voulais savoir si la durée de la procédure opératoire, en particulier de tout ce qui est anesthésie, transfusion, et éventuellement l'état général du malade et son état nutritionnel, étaient en fait des éléments négatifs pour la remise sur pied du malade. C'est une très bonne question. Effectivement, ça fait partie, ce que vous évoquez fait absolument partie du programme de réhabilitation améliorée, notamment la prise en charge nutritionnelle, la prise en charge anesthésiologique et toute la préparation du malade. En fait, avec une chirurgie soigneuse, aussi avec des remplacements vasculaires, c'est exceptionnel qu'on va devoir faire des transplantations sanguines. Je pense que Philippe, tu confirmes peut-être quand vous faites des trucs multivasculaires, mais tout est sous contrôle, donc vous avez peu de transfusion sanguine dans ces cas-là. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'exposé. Nous sommes parfaitement dans les temps.